Il y a des courses qui sont rentrées dans la légende, soit par leur parcours, soit par des skippers qui les ont remportées, ou les deux. Aujourd'hui, on va parler d'une course qui, pour moi, est la plus dure et qui a été remportée par une légende de la voile française, Éric Tabarly. The Transat, que l'on a appelé aussi la Transat anglaise ou l'Ostar, a été imaginé dans la tête de Blondie Hassler et Sir Francis Chichester, à la fin des années 50. C'est une traversée de l'Atlantique en solitaire, de l'Europe vers les États-Unis. La première édition s'est courue en 1960 avec 5 partants. Le 11 juin 1960, les 5 skippers se lancent donc de Plymouth pour New York, dans cette première édition. À l'époque, pas de moyen de communication avec la Terre. Les seules infos qu'on a eues pour le déroulé de la course, c'est quand les 5 concurrents ont fini la traversée, qui semble-t-il n'a pas été facile, avec des vents bien dans l'axe du parcours. Francis Chichester remporte la course en 40 jours, sur son monocoque de 40 pieds, quand Jean Lacombe, sur son voilier de 21 pieds, a mis 74 jours. Malgré le faible nombre de concurrents pour la première édition, une deuxième édition est organisée en 1964. Une édition qui va faire rentrer la course au large dans le cœur des Français. Mais ça, on va en reparler plus tard. C'est aussi cette édition qui, pour moi, va faire rentrer cette course dans la légende. Cette fois-ci, 15 concurrents dont 12 monocoques, 2 catamarans et 1 trimaran s'élancent mi-mai de Plymouth pour Newport. Pour la première fois, des radios sont installées à bord des bateaux pour que les skippers fassent le point sur leur course, ce qui est mieux pour la sécurité et ouvre aussi la voie de la médiatisation pour ce sport. Les conditions météo sont typiques d'un Atlantique Nord à cette saison, sous ces latitudes. Éric Tabarly perd son pilote automatique au bout d'une semaine de course, mais continue tout de même. Contrairement à la première édition, il y a un abandon, celui de Robin McCurdy. La course se passe bien, et les points sont faits régulièrement, sauf par un skipper, Éric Tabarly, que l'on savait assez taiseux, sauf quand on lui parlait d'un sujet qui l'intéressait. Au bout de 27 jours, Éric, qui ne savait pas qu'il était en tête, arrive à Newport. C'est en passant devant le bateau phare de Nantucket qu'une personne lui dit « You're first !» Il vient de coller 3 jours au deuxième, qui n'est autre que Francis Chichester, le vainqueur de la première édition, avec un pilote automatique HS. Éric, à bord de son Penduick 2, vient de rentrer dans la légende, faisant les titres des médias français et faisant rentrer ce magnifique sport dans le cœur des Français, jusqu'au général de Gaulle qui fait Tabarly chevalier de la Légion d'honneur et qui vient le féliciter au Salon nautique de Paris. Éric, lui, reste humble et raconte son aventure. Cette année-là, donc, 14 concurrents passeront la ligne et c'est Axel Punderson, sur son monocoque de 28 pieds, qui franchira la ligne en dernier en 63 jours. Au vu du succès de l'édition 64, une troisième édition est organisée en 1968. Cette année-là, 35 concurrents s'élancent de Plymouth, toujours pour Newport. C'est sur cette édition qu'est apparue l'assistance météo, qui est aussi bien pour la sécurité que pour la compétition. En effet, cette année-là, elle permet à Geoffrey Williams d'éviter une grosse tempête avec des vents de 60 nœuds. Après une course marquée par de fortes conditions et un nombre important d'abandons comme celui de Éric Tabarly sur son trimaran Penduick 4 suite à une collision avec un cargo, c'est Geoffrey Williams qui l'emporte en 25 jours sur son monocoque de 57 pieds. Chose surprenante, la troisième place est occupée par Tom Foley sur un prao. Le 18e et dernier arrivé est Michael Rickey en 57 jours. Suite à l'énorme succès de l'édition 1968, une édition se déroule en 1972 et va faire rentrer une deuxième fois la course au large dans le cœur des Français. Mais cette édition va aussi rentrer dans la légende de la course au large tout court, amorçant un changement dont on a déjà parlé, le passage du monocoque au multicoque. Par contre, sur cette édition, au vu de ce qui s'est passé sur la précédente édition, l'assistance météo est interdite. Cette année-là, on impose aussi une taille minimale pour avoir que des projets sérieux. 55 concurrents s'élancent de Plymouth pour Newport. Ce sera une traversée plutôt calme, avec une seule dépression modérée, une chose assez rare sur l'Atlantique Nord. Après 20 jours de mer,
Alain Colas sur Pendix 4, qui deviendra plus tard le tristement connu Manureva, remporte cette édition, devenant le premier multicoque à remporter une grande course au large. Le deuxième est Jean-Yves Terlin, qui réussit l'exploit de finir la course sur son immense monocoque de 39 mètres. Le podium est 100% français, car la troisième place est occupée par Jean-Marie Vidal sur son trimaran de 59 pieds. La domination des Français dans la course au large est en marche. Le 40e et dernier classé est Tan Micheleuf sur son monocoque de 30 pieds en 59 jours. 3 skippers rejoindront l'arrivée, meilleur temps. Il s'agit de Richard Konlekolsku, je sais pas comment on dit, désolé pour la prononciation, Martin Wills et Peter Kolser, qui finit en 88 jours. Cette édition sera la dernière fois où l'on verra Francis Chichester sur un départ. À 70 ans, il ne finira pas la course et décédera quelques mois plus tard. 4 ans plus tard, en 1976, c'est 125 bateaux qui s'élancent, mais c'est surtout un marin qui va inscrire pour la deuxième fois son nom en vainqueur sur cette course. Cette édition est marquée par le gigantisme de certains bateaux, surtout le Club Méditerranée de Alain Colas qui mesurait pas moins de 236 pieds, donc 71 mètres de long. Il comportait 4 mâts dont les deux plus hauts mesuraient 39 mètres. Cette année-là, un skipper jeune de 17 ans est pas passé loin de tromper son monde et prendre le départ. Il s'agit de David Sandeman, qui ne sera officiellement pas autorisé à prendre le départ, mais le prendra quand même après tout le monde. Il dématera suite à une collision, mais réparera avec l'équipage du bateau qui lui était rentré dedans. Il finira la traversée, devenant le plus jeune skipper à traverser l'Atlantique. La course est effroyable. 5 dépressions très violentes se succéderont, obligeant de nombreux skippers à abandonner comme Yvon Fauconnier ou Jean-Yves Terlin. Éric Tabarly, lui, fait demi-tour un temps suite à de nombreuses avaries, dont son pilote automatique, avant de se raviser et de reprendre sa route. Cette année-là, la mer en furie emportera 2 marins, Mike Flanagan et Mike McMullen. Au bout de 23 jours en enfer, c'est Éric Tabarly sur son Pendix 6 qui s'impose pour la deuxième fois malgré son demi-tour sur un bateau prévu pour un équipage. Éric prouve tout son talent tout en restant toujours aussi humble. En temps réel, c'est Alain Colas qui finit deuxième, réussissant l'exploit de traverser l'Atlantique en solitaire sur son voilier géant. Mais, ayant fait une escale et ayant été aidé pour hisser les voiles au redépart, il prend 58 heures de pénalité et est classé finalement 5e. La deuxième place revient à un marin qui 2 ans plus tard rentrera dans la légende à bord d'un petit trimaran sur la route du Rhum, Mike Birch, qui déjà là était sur un trimaran. La troisième place est prise par Kazimierz Jaworski, désolé pour la prononciation, et le 73e et dernier arrivé de cette transat de l'enfer est Bob Langiel en 49 jours. 5 skippers finiront hors temps, mais finir sur cette transat aussi dure, c'est déjà un exploit. En 1980, la course remporte moins de succès. 90 skippers sont au départ, ce qui est mieux pour la sécurité, car l'orga avait été critiqué sur ce point pendant l'édition 1976. Celle-ci avait d'ailleurs limité le nombre d'inscrits à 110. Une autre règle prenait effet sur cette édition et donnera lieu à la création d'une autre course et à un désamour de The Transat par les Français, la limitation en taille des bateaux. Les bateaux ne doivent plus dépasser la taille de 56 pieds. En réponse, les Français ont créé plutôt la route du Rhum avec l'arrivée magistrale qu'on lui connaît 2 ans plus tôt. Mais revenons à la Transat anglaise de 1980, qui voit pour la première fois des concurrents être localisés par satellite. La course se passe sans gros problème, contrairement à l'édition précédente, mais surtout voit les trimarans prendre clairement le contrôle, car à l'arrivée, c'est le doyen de l'épreuve Philippe Wild qui gagne sur son trimaran en 17 jours 23 heures devant Nick Clegg quelques heures derrière et Phil Stegall en 3e place. Les 5 premières places sont occupées par des trimarans dont Olympus Photo 2 d'un certain Mike Birch. Au final, 70 skippers finiront la course. L'édition 1984 ne voit que un skipper supplémentaire, mais voit surtout le retour en force des Français et l'écrasante domination des multicoques. La course est terrible. Une grosse tempête fait chavirer le multicoque de Philippe Gentot. C'est Yvon Fauconnier qui vient le sauver et se voit crédité de 16 heures de compensation
pour le sauvetage. D'autres bateaux dématent, l'Atlantique Nord est fidèle à sa réputation. Au final, Philippe Poupon arrive en tête en 16 jours 11 heures devant Marc Pajot moins d'1 heure plus tard et Éric Tabarly 2 heures plus tard sur son trimaran Paul Ricard. Mais Yvon Fauconnier arrive 9ème en temps réel et moins de 16 heures après le premier. C'est donc lui qui remporte la course. Une des premières victoires par compensation. Philippe Poupon apprendra qu'il ne gagne pas pendant la conférence de presse du vainqueur qu'il était en train de faire. Un moment terrible pour lui où il ne peut retenir ses larmes. Au final, cette édition aura été marquée par un top 10 occupé par 8 Français et par 9 multicoques, dont 2 catamarans et 7 trimarans, dont 3 ont une taille qui va devenir standard, tout comme le seul monocoque de ce top 10. Cette taille, c'est 60 pieds. 1988, on pourrait dire que c'est l'histoire d'une revanche, par rapport à l'édition précédente. 95 skippers se présentent à Plymouth pour cette édition. Les bateaux deviennent très technologiques et l'informatique prend de plus en plus de place. L'Atlantique Nord, niveau météo, se montrera assez clément et même très optimal pour la course. En effet, Philippe Poupon trace quasiment tout droit sur l'Atlantique et remporte la course en 10 jours, faisant de cette course un sprint. Olivier Moussy finira un peu moins de 24 heures derrière et un certain Loïc Perron complétera le podium. Au final, 75 concurrents termineront la course. Au vu des grandes différences de vitesse qu'il y a entre les monocoques et les multicoques, on fait maintenant la différence entre ces deux styles de bateaux. En monocoque, c'est Jean-Yves Terlin qui l'emporte en 17 jours 4 heures devant John Martin et José de Hugart. Les bateaux de 60 pieds ont pris le pouvoir. Cette édition, si elle n'est pas marquée par une météo exécrable, est surtout marquée par quelque chose que l'on connaît encore malheureusement aujourd'hui. Les collisions avec des mammifères marins. Mike Birch, par exemple, heurte une baleine qui endommage son bateau. Il arrive quand même à rentrer au port. Par contre, David Seiling, qui se fait attaquer par un groupe de baleines et voit son voilier couler. Il a juste le temps de récupérer quelques affaires et de gonfler son radeau. Il sera heureusement récupéré par un cargo. L'édition 92 marque une baisse significative de la participation avec 67 skippers au départ. On retrouve les grands noms de la course au large tels que Loïc Perron, le Normand Paul Vatine, Francis Joyon ou encore Laurent Bourgnon. Le départ est marqué par des conditions rudes qui offrent directement des stratégies avec un groupe au sud, un groupe au centre et un au nord. Les conditions rudes de l'Atlantique Nord éprouvent les bateaux et les hommes. Laurent Bourgnon casse son rail de grand voile, Philippe Poupon casse sa dérive et Florence Artaud chavire. L'Atlantique Nord se montre intraitable avec ses icebergs, son brouillard et ses baleines. Au final, seul Loïc Perron, qui était sur la bonne option au centre, garde un bateau en bon état et remporte cette édition en 11 jours devant Paul Vatine sur son trimaran région Haute-Normandie et Francis Joyon. Yves Parlier finit premier monocoque sur son monocoque de 60 pieds en 14 jours devant Marc Gatteos et Alan Wynne Thomas. Sur cette édition, ils seront 55 à boucler le parcours. En 1996, se court la 10e édition de la Transat anglaise qui se nomme à ce moment-là Europe 1 Star. La participation est en baisse, avec seulement 58 concurrents au départ, mais encore des cadors tels que Loïc Perron, Paul Vatine ou Mike Birch. Les conditions sont normales pour un Atlantique Nord sans être trop extrêmes. Il y aura quand même quelques avaries, dont une grave pour Peter Grosser, qui voit son bateau couler. Francis Joyon fera pendant cette édition une route extrême, qui le fera passer par le nord et lui fera avoir jusqu'à 300 000 d'avance, ce qui est énorme sur ce genre de course. Malheureusement, il finira par chavirer peu avant l'arrivée. C'est finalement Loïc Perron qui réalise le doublé et s'impose en 10 jours 10 heures, très proche du temps de Philippe Poupon, alors que la météo a été moins optimale. Preuve que la technique et l'expérience des marins avaient énormément progressé. Paul Vatine, sur région Haute-Normandie, prend pour la deuxième fois la deuxième place devant Mike Birch. Jerry Roof, qui préparait le Vendée Globe 96 qui lui sera malheureusement fatal, gagne en monocoque sur son IMOCA en 15 jours devant Giovanni Soldini en 50 pieds et Josh Hall lui aussi en IMOCA.
32 concurrents finiront la course. En 2000, 71 concurrents partent sur cette édition. La course continue sa professionnalisation avec 7 Orma au départ et 24 IMOCA. Les conditions de la course sont normales pour un Atlantique Nord et la course voit son lot d'abandon sur dématage et autres problèmes. En Orma, on assiste à une belle bataille jusqu'à la fin avec la belle victoire surprise de Francis Joyon en 9 jours, battant le record de l'épreuve alors qu'il venait de se faire larguer par une banque déjà amateur des scandales à l'époque, vous voyez de qui je parle, sur un bateau qui avait déjà 6 ans. Marc Guimot prend la 2e place devant Franck Camas. La Loup Rouquayrol, sur la fameuse banque, fut le seul abandon sur chavirage. Mais c'est en IMOCA que la surprise fut la plus grande. En effet, on a découvert une certaine Hélène MacArthur qui, à la faveur d'un super coup météo, a réussi à prendre une avance de 75 000 sur les gros bras de la classe et à s'imposer sur cette édition à seulement 23 ans, en 14 jours, devant un Roland Jourdain impressionné et Mike Golding. Un podium avec 2 Anglais, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Au final, en IMOCA, 13 concurrents ont fini la course. 2004 est une édition très importante, surtout pour les Orma qui 2 ans auparavant ont vécu une route du Rhum cauchemardesque. Mais c'est surtout une année où la course change dans ses racines. Les pros et les amateurs ne sont plus mélangés. Les amateurs auront une course semblable, mais un an après. Le départ reste à Plymouth, mais l'arrivée passe à Boston. Nous allons à partir de maintenant parler que de The Transat pour les pros, car c'est elle qui part dans pas longtemps. Je vous ferai une vidéo spéciale pour parler des éditions de l'Ostar, qui est la version pour les amateurs de 2005 à 2007. En 2004 donc, c'est 37 concurrents qui se retrouvent à Plymouth, répartis entre des IMOCA 60, des Orma et des multicoques et monocoques de 50 pieds. Le départ est donné le 31 mai de Plymouth. La traversée est intense et une très grosse tempête fait de la casse, surtout en monocoque mais aussi en multi 50. Bernard Stamm perdra sa quille et sera récupéré par un cargo. Il remorquera son bateau au port un peu plus tard. Jean-Pierre Dick démate après avoir fait un 360 avec son bateau dans 50 nœuds de vent. Vincent Rioux lui aussi démate. Malgré ces conditions extrêmes, la course va très vite. Et en Orma, Michel Desjoyaux s'impose en 8 jours, prouvant que sa victoire sur le Rhum 2 ans plus tôt, même si elle est sur des circonstances très particulières, n'est pas qu'un hold-up. Thomas Coville finit 2e devant Franck Camas. Yves Parlier ferme la marche en 13 jours. Chez les IMOCA, c'est Mike Golding qui l'emporte en 12 jours, montrant le talent que l'on verra sur le Vendée Globe 2004. Dominique Vavre fait 2e devant Max Sanderson. Anne Liardet ferme la marche en 19 jours. En multi 50, Eric Brunel s'impose en 14 jours devant Rich Wilson et Dominique Demarchi. Le 4e et dernier est Étienne Ochédé en 19 jours. Enfin, en mono 50 pieds, Kip Stone s'impose en 15 jours devant Joe Harris et Jacques Bouchacourt, qui est le dernier classé en 17 jours. Roger Langevin, lui, finira hors temps. 2008 marque l'année où la course s'appelle l'Artemis Transat. Il n'y a que 23 concurrents, ce qui a son importance pour la suite, mais surtout, les Orma ne sont plus là, ayant disparu après la Transat Jacques Vabre 2007, en grande partie à cause de la dangerosité de ces bateaux. Je parlerai sûrement un jour de cette classe de bateaux dans une vidéo dédiée. C'était de très belles machines, mais extrêmement casse-figure. Quoi qu'il en soit, sur l'édition 2008 de The Transat, on retrouve des IMOCA et des classes 40. Aucun multicoque n'est au départ. Le 11 mai est donné le départ d'une traversée qui s'annonce express. Les conditions sont normales pour un Atlantique Nord sans être dans les extrêmes. En IMOCA, on a 4 abandons, dont celui du futur double vainqueur du Vendée Globe quelques mois plus tard. Le plus grave des abandons est celui de Vincent Rioux qui heurte un requin pèlerin qui endommage sa quille. Le bateau peut se retourner à tout moment dans la dépression qui arrive. Vincent préfère être récupéré et revenir chercher son bateau plus tard. Il sera récupéré par Loïc Perron, le bateau sera récupéré et finira 3e ex aequo du Vendée Globe de la même année. Au final, en IMOCA,
Loïc Perron s'impose et devient le seul triple vainqueur de l'épreuve, battant au passage le record de l'épreuve en monocoque en 12 jours 8 heures, quand Mike Golding avait mis 12 jours et 15 heures. Armel Lecléache prend la deuxième place devant Yann Eliès. Steve White fermera la marche en 16 jours. En classe 40, un seul abandon est à déplorer, celui de Yvon Noblet. Après une belle bataille, c'est Giovanni Soldini qui s'impose devant Boris Herman et Thierry Bouchard. Le 10e et dernier arrivé est Simon Clark en 19 jours. 2012 aurait dû marquer une nouvelle édition, mais plusieurs raisons ont fait qu'elle ne s'est pas tenue. Déjà, on a pu voir sur la précédente édition que la course était en perte de concurrents malgré qu'elle soit super intéressante. Ceci en grande partie à cause de la disparition des Ormas. Mais en plus, cette année-là, les IMOCA n'étaient pas sûrs de participer car leur tour de l'Europe en course avait été reporté et risquait de tomber pendant The Transat. C'est pour cette raison que la course ne s'est pas tenue et a été reportée à une date ultérieure qui sera finalement 4 ans plus tard en 2016 où 25 concurrents s'élancent de Plymouth le 2 mai en direction de New York après avoir fait un prologue Saint-Malo-Plymouth. On y retrouve 3 ultimes, 5 multi 50, 6 IMOCA, 10 classes 40 et un concurrent un peu particulier puisque Loïc Perron avait décidé de s'élancer hors classe sur Penduic 2. Quasiment tous les skippers étaient français sauf 5 d'entre eux. La course se passe entre grosses dépressions et dépressions moins importantes, sauf pour les ultimes qui, grâce à leur vitesse très élevée, ont pu aller se faufiler au sud de l'anticyclone et éviter les dépressions. Dans le nord, malheureusement, il y a quelques abandons, comme Loïc Perron qui a des problèmes d'été, Erwan Leroux sur son multi 50 qui brise son flotteur bâbord, Sébastien Jost en IMOCA qui déchire sa grand voile, et Isabelle Josque en classe 40 qui a une voie d'eau. Dans les abandons, il y a eu une controverse, quand Richard Tolkien fut récupéré après une blessure suite à l'arrachage de l'enrouleur de trinquette. Jusque-là, c'est normal, mais ce dernier, pour ne pas payer les frais de remorquage de son bateau qui a entre-temps dématé, a décidé de le couler au milieu de l'Atlantique. Sauf qu'un IMOCA, même très abîmé, ça flotte très bien. Et le bateau flotte entre deux eaux. Paul Meillat, sur la New York Vendée, qui est la course suivant The Transat, manque de le taper. Il sera finalement retrouvé échoué à Porto Rico en 2017, représentant pendant plusieurs mois un danger grave à la navigation qui aurait pu totalement être évité si ce skipper n'avait pas décidé de laisser son bateau en mer malgré le fait qu'il était remorquable. Au final, en ultime, c'est François Gabard qui après une course de haut vol s'impose en 8 jours avec une vitesse moyenne de 23 nœuds. Il est suivi par Thomas Coville et Yves Le Blévec. En multi 50, c'est Gilles Lamiré qui s'impose en 12 jours devant Lalourou Quirol et Pierre-Antoine. Éric Nillon ferme la marche en 4ème position en 16 jours sur un bateau de 1988. Chez les IMOCA, Armel Lecléache s'impose après avoir réussi à contenir Vincent Rioux qui pourtant avait un bateau à dérive qui à l'époque était censé être meilleur auprès que les foilers. Il s'impose en 12 jours, du coup devant Vincent Rioux et Jean-Pierre Dick. Paul Meillat fait 4ème et dernier en 14 jours. En classe 40, c'est Thibaut Vauchel-Camus qui s'impose en 17 jours devant le Normand Louis Duc et Phil Sharp. La 7ème et dernière place est pour Hiroshi Kilada, terminant la course en 22 jours, mais devenant surtout le premier japonais à finir la course. En 2020, on aurait dû assister à une nouvelle édition de The Transat, avec des super bateaux, mais une certaine crise sanitaire a obligé les organisateurs à annuler l'épreuve. À la fin de ce mois d'avril 2024, si vous regardez la vidéo à sa sortie, va s'élancer le 28 avril The Transat 2024. Pour cette édition, il y a du changement, puisque le départ n'est plus de Plymouth mais de Lorient en direction de New York. Perso, je trouve ça vraiment pas terrible, car pour moi The Transat c'est Plymouth, c'est l'Angleterre. Pour moi, ce n'est plus vraiment The Transat, mais une nouvelle course au départ de la France qui a déjà pas mal de grands événements. Pas besoin d'en enlever aux Anglais. Mais OC Sport m'étonnera toujours, mais pas toujours du bon sens. 3 classes devraient s'élancer. Les IMOCA,
qui seront plus de 30 au départ, dont certains doivent absolument finir pour pouvoir se qualifier au Vendée Globe. On aura aussi des classes 40 et des bateaux vintage pour une course qui s'annonce palpitante chez les IMOCA et les classes 40. Malheureusement, peu de bateaux inscrits en vintage. Bien évidemment, pour suivre la course, ça se passera sur la Carto et dans mes actus larges. Voilà, on a vu toutes les éditions jusqu'à maintenant. Je pense que vous avez à peu près compris pourquoi cette course est aussi dure. Pour moi, l'une des plus dures au monde, si ce n'est la plus dure. Mais, en résumé, c'est une course contre les courants et les vents dominants, dans le rail des dépressions de l'Atlantique Nord en allant contre les dépressions et pas avec elles, donc du près qui dure longtemps avec la mer qui va avec. On passe dans des endroits brumeux où il y a des cargos, des bateaux de pêche, des cétacés, des icebergs comme au banc de Terre-Neuve. À Montouquet, c'est à peu près pareil sauf qu'il n'y a pas d'iceberg. Et enfin c'est un sprint. La moindre erreur que vous faites peut vous coûter la victoire. La fatigue se fait sentir car les moments propices au repos sont très peu nombreux. Mais malgré sa dureté, c'est une course fantastique et la remporter, c'est rentrer dans la légende car cette course est une course de légende. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur The Transat, j'espère qu'elle vous a plu, moi c'est un plaisir de la faire. Si c'est le cas, vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et pour m'aide énormément. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes pour un live sur Twitch ou sur ma chaîne principale YouTube. Du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.